Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore à l'écoute de votre chaîne La Voix du Grand Kivu. À mes côtés, je suis avec quelqu'un qui est nouveau sur notre chaîne. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter brièvement aux auditeurs. Alors moi je m'appelle Trésor Mutombo, je suis congolais, je vis à Kinshasa. Je suis entrepreneur en communication, mais aussi très passionné par l'histoire, par les conflits entre les peuples, notamment les conflits à l'est du pays, mais aussi dans le Kasaï, dans le Katanga. Tout ce qu'il y a eu comme problème communautaire sont des sujets qui me passionnent particulièrement. Merci beaucoup, monsieur Trésor. La plupart des compatriotes congolais, bien sûr, ont toujours confondu les Tutsis du Rwanda, du Burundi et ceux du Congo. En fait, les Banyamulenge, morphologiquement, par là, sont des Tutsis comme ceux du Rwanda ou du Burundi. Et à lire tes publications, tu sembles bien maîtriser les sujets Tutsis en général et les Tutsis Banyamulenge en particulier. Alors, expliquez-nous un peu qui sont-ils? Alors comme je disais tout à l'heure, moi personnellement je m'intéresse au peuple, d'accord, sans distinction en fait. Je ne suis pas concentré sur la question Tutsi ou la question des Banyamulenge, mais de manière générale, comment les peuples se sont créés, comment ils se mariaient, quelles sont les cultures, ainsi de suite. Et à ce niveau-là, c'est comme ça que je suis tombé sur la question de l'Est, notamment la question des Tutsis. Effectivement, les Tutsis, ce qu'on appelle les Tutsis, ce sont des peuples dans ce qu'on appelait à l'époque le royaume Rwanda. C'est le peuple des éleveurs. En fait, dans le royaume Rwanda, il y avait principalement trois catégories. Il y avait les Tutsis qui étaient les éleveurs, il y avait les Hutus qui étaient les cultivateurs, et puis il y avait les Twa qui étaient à leur service. Ce sont des pygmées. Et donc, à la constitution de ce royaume-là, donc il y avait cette catégorisation-là. Mais il s'est fait qu'au moment où nous entrons en contact avec le monde occidental, il se passe la délimitation des frontières en fait. Et lorsqu'on a tracé les frontières de la RDC, on n'a pas tenu compte des peuples qui vivaient là-bas. Ça ne concerne pas que les Tutsis. Ça concerne tous les autres peuples riverains, tous les autres peuples qui sont dans les frontières. Vous allez par exemple dans le Congo central, l'ancien royaume Congo a été subdivisé et aujourd'hui dans trois pays différents. Vous allez dans le Kwango, ou plutôt dans le Katanga, vous allez trouver l'empire Lunda qui s'étend au-delà des frontières de la RDC. Ces peuples sont des mêmes peuples parce qu'à la base ils ont une même histoire, mais leur histoire a été séparée, ils se sont séparés au bout d'un certain moment parce que la colonisation est arrivée, la colonisation a déterminé les choses différemment. Et en ce qui concerne les Tutsis, il y a donc des Tutsis qui sont au Congo, il y a des Tutsis qui sont au Rwanda, il y a des Tutsis qui sont au Burundi. Non pas nécessairement à cause de la migration, non pas nécessairement comme on le pense à cause des réfugiés, mais parce qu'au moment où on a délimité les frontières de la RDC, ils se sont retrouvés de ce côté de la frontière. Un peu comme les Congo se sont retrouvés de ce côté de la frontière, alors que leur royaume, le royaume Congo, était un royaume basé en Angola. Et c'est un peu ça de manière brève. Souvent, on a tendance à croire, en fait, j'entends un peu les gens dans les réseaux sociaux, certains qui se font même passer pour des professeurs, qui véhiculent l'information selon laquelle, au moment de la constitution de la RDC, donc de l'EIC, on avait déjà délimité toutes les frontières. Non, ce n'est pas le cas. Les frontières étaient très approximatives. En 1885, lorsqu'on délimite les frontières de la RDC, on les trace principalement à la latte. Il n'y avait pas toutes les nuances que vous voyez aujourd'hui même dans la carte. Donc et ça c'est pas que pour la RDC. Nous on a quand même évolué avec nos frontières. Il y a des pays qui n'ont pas évolué avec leurs frontières, comme par exemple l'Égypte. Regardez la carte de l'Afrique. Vous allez voir que l'Égypte, la carte de l'Égypte, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait tracé avec une latte. Et notre première carte à nous de la RDC, c'était pareil. Donc il y avait une ligne droite qui venait de Banana, donc qui venait
de l'océan qui traçait jusque pratiquement dans le Kasaï, qui avait fait que la première fois, dans notre première carte, une région comme celle du Kwango n'était pas en RDC. Donc il y avait plusieurs régions en 1985 qui n'appartenaient pas au Congo. Vous regardez la frontière nord de la RDC, il y avait une ligne droite qui faisait que tout le nord Ubangi, une partie du nord Ubangi, en tout cas tout l'Ubangi où elle est, n'était pas en RDC lors des premières cartes. Et à l'est, c'était pareil. À l'est, juste pour vous expliquer, à l'époque de la définition des frontières, des premières frontières de la RDC, on ne connaissait pas encore très bien la cartographie de ce coin-là. Les Européens ne connaissaient pas la cartographie de ce coin-là. Alors, pour se simplifier la tâche, ils ont juste pris la latte, ils ont pris le nord et ils ont tracé une ligne droite jusqu'à 4 degrés au-dessus de l'équateur. Lorsque vous regardez par rapport à la carte d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que si on restait sur cette base-là, il y a une partie du Rwanda, par exemple, qui se serait retrouvée en RDC. Par exemple, des villes comme Gisenyi sont dans la délimitation initiale dans la partie de la RDC. Il y a des villes du Burundi qui étaient en 1985 dans la délimitation de la RDC, mais il y avait des villes ou des localités de la RDC qui n'étaient pas en RDC. Donc ça, c'est la première chose. Au fil des années, on a commencé à faire des négociations. Okay? Il y a eu, dans notre cas, pour parler de l'Est, pour rester dans la situation de l'Est, nous avons eu à perdre une partie de notre territoire à cause des mutineries, parce que l'armée de Léopold II, la force publique, n'était pas en mesure d'assurer l'intangibilité des frontières. Il y a eu une mutinerie qu'on appelait la mutinerie des Tétélas, la deuxième mutinerie Batétéla, qui a fait que d'autres armées avaient complètement déserté la partie de l'Est. Et vu que bon, la nature a horreur du vide, l'armée allemande qui était de l'autre côté, parce que c'est l'Allemagne qui avait colonisé, au départ, l'Allemagne qui avait colonisé le Rwanda, le Burundi et le Tanganyika, l'Allemagne va occuper une partie de notre territoire. Il faudra attendre pratiquement 13 ans pour que les trois pays, parce qu'il y avait aussi des problèmes avec l'Angleterre, pour que les trois pays, l'Allemagne, la Belgique et l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre, se mettent d'accord sur la nouvelle délimitation des frontières. Donc ils vont tracer une ligne qui va aller du lac Tanganyika et comme on avait maintenant découvert tous les autres lacs, donc le lac Kivu, le lac Édouard, le lac Albert, ils vont tracer une ligne qui va rejoindre les différents lacs. Mais en traçant cette ligne-là, ils n'ont pas tenu compte des populations autour. Ça veut dire que si par exemple votre champ était en plein milieu de cette ligne-là, bah, vous vous retrouvez avec un champ divisé en deux. Si par exemple, et ça c'est quelqu'un qui me faisait rire, qui disait, si votre grand-père était enterré au milieu de cette ligne-là, ben votre grand-père, vous avez la tête en RDC, les pieds au Rwanda. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu donc des populations Tutsi, donc des populations Tutsi et Hutu, qui étaient sous l'autorité du roi, du royaume Rwanda, qui se sont retrouvés en RDC et qui sont pleinement congolais comme nous. Ça, c'est une catégorie. Il y a d'autres catégories des Rwandais, des Banyarwanda, je veux dire. Donc, toi, tu affirmes que les Tutsis en général ou Banyamulenge en particulier sont des Congolais. Pourquoi? Alors, les Tutsis, non, pas tous les Tutsis. Il y a des Tutsis rwandais. Il y a des Tutsis qui ne sont pas congolais. Il y a des Tutsis qui ne sont pas rwandais, qui sont burundais. Mais il y a aussi des Tutsis qui sont congolais. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Lorsqu'on fait la délimitation, la nouvelle délimitation, il y a des régions comme Rutshuru, qui étaient sous l'autorité du Mwami Kigeli IV, qui se retrouvent dans cette partie de la frontière, qui se retrouvent en RDC. Ça, c'est une catégorie. Ça explique d'ailleurs que dans cette région-là, vous allez trouver des localités, vous allez trouver des montagnes, des collines qui portent des noms en Kinyarwanda. Par exemple, Rutshuru même, dont on parle, c'est un mot en Kinyarwanda. Niragongo, c'est un mot en Kinyarwanda. Nyamulagira, tout ça, c'est des noms. C'est des noms en Kinyarwanda. On ne peut pas, en tout cas moi je ne vois pas, par exemple chez moi au Kasaï,
un nom en Kimongo, par exemple. Hein. Ça n'existe, on ne va pas te donner une rivière en Kimongo, ça n'existe pas. Si on a dans les attributions des noms, on a donné des noms en Kinyarwanda, c'est simplement parce que les peuples qui vivaient dans cette région-là étaient locuteurs de cette langue. Alors, ça c'est une catégorie, d'accord, de ceux qui étaient dans le royaume Rwanda, qui se sont retrouvés de ce côté de la frontière. Donc, on les retrouve à Rutshuru, à Masisi, un très petit peu à Walikale, et l'île de Iju, d'accord, une partie de l'île. Alors, ça c'est une catégorie. Mais il y a une autre catégorie qui sont aussi Congolais de souche, parce que ceux-là, on va les appeler les Tutsi et Hutu Congolais de souche. Il y a aussi ces autochtones Tutsi et Hutu qui vivent dans le sud Kivu. Mais ceux-là, au moment de la délimitation de la frontière, ne faisaient plus partie du royaume Rwanda. Ils avaient immigré un siècle plus tôt, on va dire. Et on retrouve leurs traces dans certains écrits. Vous allez lire, par exemple, Jean Yernaud, qui était un anthropologue belge, qui faisait des recherches sur les morphologies des gens, sur les tailles. Il essayait de comprendre la différence entre les peuples. Il a fait une étude intéressante, par exemple en 1954, où il a étudié les Tutsis du sud Kivu, qu'on appelait à l'époque les Banyarwanda de Itombwe, ou les Tutsis de Itombwe. Itombwe, c'est le haut plateau, c'est un haut plateau dans le sud Kivu. Il va faire cette comparaison-là entre eux et, par exemple, les Bafulero, qui étaient leurs voisins. Et il va faire aussi la comparaison avec les Tutsis du Rwanda. Pour lui, il essayait de comprendre un peu la différence. Et dans ses recherches, par exemple, il a remonté, et ses conclusions plutôt, il a remonté l'arrivée des Tutsis de Itombwe vers la fin des années 1700. Donc en disant qu'il y avait déjà plus de 6 générations qui étaient installées là-bas, ce qui expliquait certaines différences entre ces Tutsis-là et les Tutsis qui étaient restés au Rwanda. Donc il y a cette deuxième catégorie des Tutsis de souche, donc des Tutsis autochtones, Tutsis et Hutu, hein, parce que quand on parle des Tutsis, il ne faut pas parler que d'eux. Il y a aussi des Hutus, il y a aussi des Tois, donc il y a des Banyarwanda, si on peut tous les résumer ainsi. Il y a cette catégorie-là des Banyarwanda qui s'est retrouvée dans le haut plateau de Itombwe avant l'arrivée de Léopold II. Donc au moment où on délimite la carte de la RDC, ben, ils se retrouvent congolais comme tout le monde. Alors, au-delà de ces Tutsis et Hutus, au-delà de ces Banyarwanda, nous avons une autre catégorie qui, elle, est arrivée plus tard pendant la colonisation. Et je crois que c'est un peu à partir de là que les choses vont commencer à se gâter. D'accord ? Vers les années 30, donc déjà à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne va perdre le contrôle sur le Rwanda, le Burundi et le Tanganyika. Donc, le Tanganyika va être mis sous protectorat anglais. Le Rwanda et le Burundi vont être mis sous la gestion de la Belgique. Et pour des raisons qui leur étaient propres, les colons belges avaient décidé d'importer des Tutsis dans des Banyarwanda, les importer dans cette partie de la RDC pour travailler dans les fermes, dans les ranchs du Nord Kivu. Et finalement, cette catégorie va arriver dans le Nord Kivu. On va leur attribuer un territoire. C'était pratiquement 350 km², négocié avec le Mwami des Baoundé. Et bien sûr payé pour ça. On va leur attribuer ça et on va même en faire une chefferie. Bon, au moment où on crée cette chefferie, ça commence à créer des frictions avec les autres Bami qui étaient là parce que on ne fait pas d'un chef juste comme ça. Un chef, ça demande une certaine procédure, ça demande de revêtir de certains pouvoirs, certains attributs du pouvoir. Et c'est ce qui se passe avec la Belgique à partir des années 30. Cette histoire, d'ailleurs, vous pouvez faire des recherches sur Internet là-dessus. Ça s'appelle la MIB, donc la mission d'immigration des Banyarwanda. Elle a commencé vers les années 30 pour aller jusque dans les années 50. Malheureusement, cette immigration contrôlée, parce que c'était une immigration au moment où ces gens-là arrivaient, ces gens qui étaient déjà rwandais, donc ils n'étaient pas que Banyarwanda, mais ils étaient rwandais. Au moment où ils arrivaient, on leur retirait leur carte de citoyens du Rwanda, Burundi
Burundi, de Rwanda-Urundi, pour leur donner une carte de citoyen de Congo belge. Et donc, ils arrivent, ils sont pleinement congolais, mais cette fois-ci, ils sont congolais par naturalisation. C'était une sorte de naturalisation. Et c'est à partir de là que les tensions vont très légèrement commencer à se faire ressentir. J'ai déjà expliqué cette histoire de chefferie qui avait été créée, mais au-delà de la chefferie, il y a le fait que l'immigration qui était légale, qui était contrôlée, va devenir illégale. Parce qu'une grande partie, une bonne partie plutôt, des citoyens du Rwanda, et même certains du Burundi, à cause des tensions qui existaient à l'époque entre les Tutsis qui dirigeaient, notamment avec le Mwami Mutara, et les Hutus qui n'étaient pas dans la classe dirigeante, il y a beaucoup d'immigrés clandestins qui sont entrés en RDC, au Congo belge à l'époque, à partir des années 30, et qui se sont fait passer pour les immigrés légaux, les immigrés qui sont venus dans le cadre du programme que j'ai expliqué tout à l'heure, le programme de migration, des Banyarwanda, qu'on appelait les transplantés, c'est le mot qu'on avait attribué à ces immigrés légaux, on les avait appelés les transplantés. Eh bien, il y aura une vague d'immigrés illégaux qui vont se faire passer pour ces immigrés légaux-là. Ce qui va faire que dans le Nord Kivu, la démographie va totalement changer. Les Banyarwanda qui étaient minoritaires dans certains territoires comme le Massissi vont devenir fortement majoritaires au point que ça va commencer à agacer les autres peuples comme les Baoundés, ainsi de suite. Donc en gros c'est un peu ça, mais à la question de savoir est-ce qu'il y a des Tutsis, des Hutus, des Twa, donc les Banyarwanda congolais, la réponse est systématiquement oui, il y en a dans le nord et dans le sud. Dans le nord nous avons deux catégories, ceux de souche et les immigrés naturalisés de la mission d'immigration des Banyarwanda, donc de la MIB. Dans le sud Kivu, nous avons des Tutsis Hutus de souche qu'on appelle aujourd'hui les Banyamulenge. Merci beaucoup, M. Trésor. Donc, à chaque frontière de la RDC, vous trouverez le même peuple, parlant la même langue, même culture. Les exemples sont légion. Pourquoi alors ça pose problème au seul Tutsi du Congo? Ici, je voudrais dire les gens du massif, Rutshuru et évidemment les Banyamulenge. Alors, bon, on va rapidement parler de ce qui s'est passé, parce qu'il y a deux situations différentes. Il y a ce qui s'est passé dans le nord Kivu et ce qui s'est passé dans le sud Kivu. Dans le nord Kivu, j'ai expliqué l'arrivée massive des immigrés illégaux. Là, ce n'est pas encore des réfugiés, mais c'est des immigrés. Il faut comprendre qu'à l'époque de la colonisation, le Congo, c'était une colonie modèle. Tout le monde rêvait de vivre dans une colonie comme celle du Congo. Et logiquement, ceux qui avaient des problèmes de l'autre côté de la frontière au Rwanda, avec les dirigeants Tutsis, traversaient en RDC, donc au Congo belge, pour trouver du travail, pour trouver la tranquillité, ainsi de suite. Mais ça va commencer à agacer les peuples autour. Donc j'ai parlé de cette brouille avec les Baoundés, mais ça va continuer ainsi jusqu'au moment où on va commencer à parler des élections, et là ça va être exaspéré. Dans le sud Kivu, il y a ce qu'on appelle les Banyamulenge, que j'ai expliqué tout à l'heure, qui eux ne dépendaient plus du royaume Rwanda au moment de la délimitation des frontières, qui avaient trouvé des nouvelles terres dans le haut plateau de Itombe, et évidemment en collaboration ou en accord avec les peuples qui vivaient là autour. Je parle des Bavira, des Bafuliro, des Babemba, ainsi de suite. Il faut comprendre que tous en vient de quelque part. Les Baviras sont arrivés, ils ont trouvé des peuples qui vivaient là-bas, ils ont trouvé des accords avec eux, ils se sont installés. Les Babemba, pareil, les Bafuliro, pareil. Et à un moment donné, il y a eu ces Banyarwanda qui sont arrivés et ont signé ces accords-là traditionnels, que nous, chez nous, au Kassai, on appelle les Ndondo. Donc ils ont signé les Ndondo avec les peuples locaux pour s'installer là. Et ils vont vivre en paix. En tout cas, c'était une petite communauté, ils vont rester là en paix. Les choses vont commencer à se gâter à partir des années 1960. Okay,
en 1900, déjà en 1959, au Rwanda, il y a eu un grand bouleversement. Je parlais tout à l'heure des problèmes entre les Tutsis et les Hutus. Les Tutsis étaient dirigeants, les Hutus n'étaient pas dans la classe dirigeante. Il y a eu un renversement de situation. Donc il y a eu la fin de la monarchie au Rwanda, qui a fait que beaucoup d'immigrés cette fois-ci, beaucoup de réfugiés cette fois-ci, parce que là ce ne sont plus des immigrés simplement, ce sont des réfugiés. Beaucoup de réfugiés Tutsis ont traversé la frontière pour s'installer en RDC. On les a installés quelques-uns dans le nord Kivu, mais une grande partie était dans le sud Kivu. Mais pas dans la région où étaient les autres Banyarwanda. Pour la plupart, on les avait installés dans les camps autour de la région de la plaine de Ruzizi. D'accord? Parce que c'est proche de Burundi. Vu qu'il y avait d'autres camps de réfugiés Tutsis au Burundi, donc ça facilitait la logistique avec les organisations. Si vous allez d'ailleurs sur internet, vous allez trouver un documentaire assez intéressant sur ces réfugiés-là, je crois. Certains utilisent ça pour dire, voilà, c'est eux les Banyarwanda, c'est eux qu'on appelle les Banyamulenge. Non, eux c'était des réfugiés qui sont arrivés par vague, bien sûr, à partir des années 59, lorsque le pouvoir est renversé, lorsque le Mwami Kigeli V est renversé par... il y a eu abolition de la monarchie, il y a Grégoire Kayibanda qui devient le président, donc il y a cette vague-là qui vient et qui s'installe. Mais lorsqu'elle s'installe, il n'y a pas encore beaucoup de problèmes avec les peuples riverains, que ce soit les Bafuliro, que ce soit les Banyamulenge, qu'on appelle les Banyamulenge, que ce soit les Babemba et les Bavira. Il n'y a pas vraiment de conflit entre eux. Le conflit va arriver à partir des années 1964. 63-64, il y a une rébellion qui est créée, qu'on appelait les Simba Mulele. Simba Mulele, beaucoup de gens connaissent la rébellion mouléliste. Donc c'est cette rébellion mouléliste qui prend forme dans l'est du pays, mais avec un noyau assez résistant dans le sud Kivu. On parle souvent de Fizi, Baraka, ainsi de suite. Et c'est à partir de là que les choses vont commencer à se gâter. Parce que dans la stratégie mouléliste, de la rébellion mouléliste, il fallait recruter des jeunes leaders des communautés. D'accord? Par exemple, dans le Katanga, ils vont recruter, dans la tribu des Balbakat, ils vont recruter Laurent Désiré Kabila. Il a été recruté par les Simba Mulele comme étant un jeune leader de cette région-là qui va insuffler la stratégie marxiste, la stratégie de guérilla, de guerre, des guerres des villages, et ainsi de suite, dans cette région-là. Dans le Maniema, ils vont prendre, je crois, il s'appelait Omari ou Olenga, ou un truc comme ça, qui était un jeune de ce coin-là, très dynamique, et il a été recruté justement pour appuyer la rébellion dans cette partie du pays. Et dans la région du Sud Kivu, il y a un jeune qui était de la tribu des Bafuliro, qui s'appelait Marandura, qui a été recruté pour faire la même chose que les autres, c'est-à-dire insuffler la guérilla, recruter des jeunes, créer ces groupes-là, comme ça, travailler ensemble pour vaincre le pouvoir de Kinshasa. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Au début, tout se passait bien. Marandura est un jeune qui est apprécié par plusieurs, donc il va recruter dans toutes les tribus, il va même prendre certains Banyarwanda qu'on appelle les Banyamulenge, il va les recruter dans la rébellion Simba Mulele. Mais ce qui va se passer avec cette rébellion, ceux qui ont lu sur cette rébellion en savent un peu plus, cette rébellion était très barbare en fait, si on peut utiliser ce terme. Lorsqu'ils revenaient des combats, ils pillaient systématiquement les villes, les villages, ils cassaient, c'était en fait des casseurs, des vandales, entre guillemets. Et en vandalisant, ils se sont mis aussi à vandaliser les cheptels des vaches, des populations Banyarwanda qui vivaient dans les hauts plateaux de Itombwe. Vu que ces gens ne vivaient que de ça, d'accord, ça a commencé à créer des problèmes avec eux. Donc ils se sont séparés de la rébellion mouléliste. Cette information va arriver aux oreilles de Kinshasa pour dire que dans cette région où nous sommes mis à mal, il y a un petit groupe de gens qui ne sont pas d'accord avec les autres. On va donc utiliser l'ennemi de notre ennemi, en faire un allié,
pour qu'ils puissent combattre de l'intérieur le groupe ennemi qui était la rébellion Simba-Mulele. C'est comme ça que le pouvoir de Kinshasa va armer les Banyamulenge pour qu'ils puissent combattre de l'intérieur la rébellion mouléliste. Et c'est ça qui va tout gâter. Parce que aux yeux maintenant de la rébellion mouléliste, donc des jeunes des autres tribus, ces gens nous combattent, donc ils sont contre nous. D'accord? Ça crée la friction, ça crée la division entre les Banyarwanda qui étaient dans le sud Kivu et les autres tribus qui étaient là, à tel point que au moment où la rébellion prend fin, ça a été très difficile de recoller les morceaux. Il va se passer après 1964, on a un recensement qui était prévu, je crois, en 1967. Au moment du recensement, c'est là que les choses vont, la division va vraiment apparaître, parce que les agents chargés de faire le recensement vont commencer à refuser de recenser certains Banyamulenge, certains Banyarwanda qui habitaient le coin, en disant que vous êtes pareil que ces réfugiés-là qui sont dans la plaine de Ruzizi. C'est là que ces Banyarwanda vont, pour se défendre, dire que non, nous ne sommes pas de Ruzizi, nous sommes de Mulenge. Mulenge, c'est une colline qui est sur le flanc droit de Itombwe. Et ils vont donc expliquer que voilà, nous ne sommes pas des Tutsis de Ruzizi, des camps des réfugiés, nous sommes des Tutsis de Mulenge. Donc le terme même Banyamulenge, c'est un terme qui a été utilisé pour affirmer l'identité congolaise des Tutsis et des Hutus qui habitaient la région dans le haut plateau de Itombwe. C'est drôle que après des années, ça soit devenu un élément discriminant pour dire que ceux qui portent ce nom-là ne sont pas congolais. Au départ, c'était pour qu'ils affirment que voilà, nous de Mulenge, nous sommes ici avec vous depuis des années. Il ne faut pas nous confondre avec ceux de Ruzizi. Bon, finalement, leur cause va être entendue, ils vont être recensés comme tout le monde. Ceux de Ruzizi ne le seront pas. Mais il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a pas eu d'infiltration. Non, il y a eu des infiltrations. Il y a eu des réfugiés qui étaient dans la plaine, qui se sont infiltrés parmi les autochtones Banyamulenge. Tout comme au nord aussi, il y a eu des réfugiés, il y a eu des immigrés clandestins qui se sont fait passer pour des autochtones Tutsis du nord Kivu ou pour des transplantés, les immigrés légaux du nord Kivu. Monsieur Trésor, comme je disais, la plupart de nos compatriotes ont toujours confondu les Tutsis du Rwanda et du Congo. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a donc des guerres qui se passent à Minembwe, des drames. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les efforts qui doivent être fournis pour mettre fin en termes à cette duplicité? Oui, les solutions, il y a plusieurs niveaux. D'accord? La situation, je pense qu'elle s'est envenimée parce que nous avons laissé beaucoup de temps aux extrémistes. Il y a eu des extrémistes de tous bords. Il y a eu des extrémistes dans tous les camps. Dans les camps des Banyarwanda, il y a eu des extrémistes. Il y a eu des extrémistes dans les camps des autres peuples autour, donc les Bashi, les Bafuliro, les Babema. Quoique les Bashi étaient un peu plus en retrait dans cette affaire. Il y a même des extrémistes dans d'autres camps, hein, dans d'autres peuples. D'accord? On a laissé trop de temps à ces extrémistes-là qui ont inoculé dans la population cette division. Il faut aujourd'hui que les choses puissent changer. Il faut aujourd'hui qu'on puisse se regarder pour voir dans quelle direction, déjà connaître notre histoire. Parce que lorsque vous lisez, juste ouvrir un livre sur l'histoire de ce coin, il n'y a aucun doute là-dessus. J'entends beaucoup de gens parler de Tervuren, mais beaucoup n'y sont jamais allés. Ils n'ont jamais ouvert un livre là-dessus. Et malheureusement, ici chez nous, on a détruit pratiquement nos archives nationales. Et on ne sait pas retrouver toutes les traces écrites de ces anciens livres-là. Mais avec un peu de chance sur Internet, vous allez en trouver. Vous allez trouver quelques livres que j'ai cités ici, quelques écrivains que j'ai cités ici. J'ai parlé de Hirno, j'ai pas parlé de Molaire. Molaire, c'était un des premiers gouverneurs de la colonie
qui avait écrit un livre très intéressant sur la province orientale et les peuples, comment se sont formés les peuples de la province orientale. À l'époque, ce qu'on appelait la province orientale, c'était le Haut-Zaïre, ce qu'on appelait le Haut-Zaïre à un moment, le Kivu et une partie du Katanga, un peu une partie du Kasaï aussi. Et il a expliqué comment tous ces peuples-là se sont formés. Et quand vous le lisez, vous voyez, il vous parle clairement des Banyarwanda, il vous parle des Hutus, il vous parle des Tutsis, qu'il appelle Tutsi à un moment il dit Watusi ou Batusi, mais bref, il vous parle de ces peuples-là. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, d'ailleurs, le professeur Nayouel a fait une conférence de presse où on lui a reposé encore la question. Il a donné une réponse sans équivoque. Il dit oui. On lui dit est-ce qu'il y a des Banyamulenge et les Banyamulenge sont des Congolais? Il dit oui, ce sont des Congolais. Ils sont là, ils étaient là avant la délimitation des frontières. Donc à partir du moment où vous êtes sur ces terres-là, avant la constitution même de l'EIC, ben, vous êtes Congolais comme tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu des infiltrations, mais il ne faut pas qu'on puisse confondre ceux qui se sont infiltrés, ceux qui sont venus pour profiter peut-être de la tranquillité qu'il y avait à l'époque dans cette région, des autochtones qui sont vraiment des Congolais de plein droit comme tout le monde. Et donc aujourd'hui il y a ce problème-là qu'il faut nécessairement communiquer, il faut nécessairement éduquer les populations sur l'histoire même de cette région, sur comment ces peuples-là ont toujours vécu dans l'harmonie. Vous allez par exemple apprendre en lisant certains livres que les Baoundés dans le nord Kivu étaient, bien qu'ils n'étaient pas dans le royaume Rwanda, ils payaient une rente au Mwami du Rwanda pour sa protection. Donc c'était des peuples qui vivaient vraiment en harmonie. Malheureusement avec le temps, cette harmonie a été brisée. Bon, ça c'est le premier élément, il faut nécessairement de l'éducation, il faut éduquer ces peuples-là. Deuxièmement, moi j'ai un sérieux problème et je crois qu'on doit vraiment avoir un débat républicain là-dessus, c'est le rôle qu'on donne à nos chefs coutumiers. Normalement, c'est à eux que devait revenir ce rôle-là d'éduquer les populations, de pousser les gens à vivre en harmonie. Malheureusement, ils ont été utilisés par des politiques, eux-mêmes se sont politisés, pour des raisons électorales, ils ont commencé à diaboliser ou à stigmatiser les autres peuples. Et ça, ce n'est pas que pour la région du nord et du sud Kivu. On l'a vu, par exemple, lors des élections de Yumbi, des élections de 2018 à Yumbi. À Yumbi, selon les informations qui avaient circulé, c'est qu'il y aurait eu un candidat député qui, pensant que bon, si on va à la députation comme ça, vu que les autres sont plus nombreux que nous, l'autre tribu est plus majoritaire, et majoritaire par rapport à nous plutôt, ils vont être élus, leur candidat va être élu plus facilement. Donc pour éviter que celui-là ne soit élu, on crée une crise, on les stigmatise, ça crée la confusion dans la population et ça les empêche de voter. Et lorsque vous regardez tous les conflits qu'il y a eu depuis les années 40, 50 plutôt, jusqu'à aujourd'hui, surtout dans la partie de l'Est, ça s'exaspère toujours au moment des élections. Parce qu'au moment où il y a des élections, il y a des politiques qui viennent, qui attisent le feu de la division pour que certains soient écartés de la course afin de leur permettre, afin d'ouvrir le chemin pour eux. Et donc, moi je pense qu'à un moment, il faudra qu'on ait un dialogue sérieux, républicain dans ce pays sur le rôle des chefs coutumiers. Pour moi, on devrait même mettre fin à ça, à cette histoire des chefs coutumiers. En fait, c'est parce que j'estime que ça va déjà à l'encontre de la conception même de la République telle que nous l'avons. Mais ça, c'est un débat très profond qu'il faut avoir là-dessus. Donc, prioritairement, si je peux résumer, prioritairement, c'est communiquer avec les différents peuples. Deuxièmement, avoir un débat républicain sur notre territorial. Quel est le sens de la territoriale? Quel sens on veut donner à notre territorial pour permettre à chacun d'être chez lui partout où il veut. Et le rôle de l'État, du pouvoir? Ben, c'est justement ça le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est évidemment de sécuriser tout le monde. Donc là, il y a des guerres, il y a des conflits, donc il faut calmer tout ça. Il faut que l'armée puisse retrouver, être la seule à avoir le monopole
le monopole de porter les armes dans cette région. Tant que des milices vont porter les armes, il n'y aura jamais de paix. Donc pour retrouver la paix, il faut d'abord que l'armée puisse instaurer cette autorité de l'État. Mais au-delà de ça, parce que là c'est une paix militaire, il faut une paix communautaire. Il faut que les gens se parlent, il faut que les gens regardent leur histoire. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc il faut qu'on puisse analyser l'histoire, qu'on puisse connaître d'où on vient, comment on vivait pendant tous ces siècles, en harmonie avec les autres. Mais ça c'est dans le présent, dans le court moyen terme. Mais sur le long terme, il faut nécessairement qu'on puisse avoir cette discussion sur les chefs coutumiers, sur les chefferies, ainsi de suite. Parce qu'il n'est pas normal que, moi je suppose, moi je suis du Kasaï, le Congo auquel moi je pense, c'est pas, je ne voudrais pas que ma fille ou ma petite fille dans 50-60 ans qui se retrouve dans le Congo soit chassée du Congo parce que mon arrière-grand-père a été, au moment du recensement de 1930, il a été fiché dans le Kasaï. Vous voyez, c'est des Congolais, ils doivent se sentir chez eux partout, même si ce n'est pas sur les terres où on avait localisé leurs arrière-grand-pères. Donc il faut qu'on mette fin à cette histoire, mais aussi, ça c'est un autre point, mettre fin au fichage ethnique. Ça ne sert à rien de ficher les gens par rapport à une certaine ethnie. Je suis congolais, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de dire aux gens que je suis Moulouba. Moi, peut-être, j'ai eu la chance de connaître cette région-là du Kasaï, mais tu as ce qu'on appelle les Balouba, qui sont ici depuis des générations. Ils ne connaissent rien du Kasaï, mais on continue à les ficher comme étant des gens du Kasaï. Non. Donc il faut qu'on connaisse ce débat républicain-là, et c'est l'État congolais qui doit mettre ça en avant. Merci beaucoup, cher Trésor. Nous sommes à la fin de notre interview. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous espérons que la prochaine fois... Ça sera toujours un plaisir. Comme je disais, c'est des questions, malheureusement, qui ont été très politisées, malheureusement, qui ont causé beaucoup de morts. Il faut qu'à un moment, on arrête qu'on arrête de politiser ça, qu'on puisse dépolitiser ça, parler de manière républicaine, parler de manière... en tant que jeunes Congolais, de l'avenir que nous voulons pour tout le Congo. Merci beaucoup, cher Trésor. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne La Voix du Grand Kivu. À bientôt, bye bye.